vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce spécial 5e anniversaire de Connaissez-vous. C'est incroyable, nous sommes rendus à l'émission 188. Nous sommes vendredi le 4 mars 2022. Connaissez-vous a débuté le vendredi 3 mars 2017. Alors oui, déjà 5 ans. L'émission vient à peine de commencer et vous avez déjà entendu le travail de plusieurs personnes. Tout d'abord, la musique de Stéphane Pilon, qui est là depuis le début. La voix de Katia Darèche, qui est là depuis les 2 dernières saisons. Ensuite de ça, le montage de Frédéric Gauthier, la mise en ligne de Stéphanie Carrasco et bien sûr, mon recherchiste en chef, que j'appelle, qui s'est joint à nous au courant de la saison passée, M. Pierre Saint-Onge, et tous ceux qui me suggèrent des noms, bien sûr, et évidemment, tous ceux qui acceptent de participer au projet Connaissez-vous, tous ceux et celles qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est là après 5 ans à 188 émissions. Alors, pour célébrer tout cela de façon très modeste, je vous propose un petit survol de quelques bons moments à partir du début de l'année 2019 et jusqu'à nos jours parce que je vais vous proposer de prendre des nouvelles de 2 personnes dont je vais taire le nom pour le moment. Donc aujourd'hui, vous allez entendre des meilleurs moments des voyants, des meilleurs moments de non-voyants et des nouvelles. Alors, on commence ce petit spécial 5e anniversaire. Cette semaine, on fête les 5 ans de Connaissez-vous. La personne en premier que je vous présente pour les meilleurs moments, c'est une personne qui n'a pas de handicap visuel. Il s'agit de Benoît Ruet. Et Benoît Ruet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un informaticien qui a déjà travaillé pour nous chez Point par Point. Et j'ai décidé pendant l'entrevue de lui poser quelques questions afin de le faire sortir de sa zone de confort. Et suite à cette question, on a évidemment enchaîné sur différents sujets. Donc, voici Benoît Ruet, émission 80 du 15 mars 2019. Ben, il y a comme un peu ce cliché-là de l'informaticien dans sa bulle, mais il faut pas généraliser, mais je pense que les informaticiens ont comme un peu un côté esprit qui virevolte un peu partout à réfléchir et tout. Et d'être bien avec sa machine, là, tu sais. Ouais. Des fois, c'est plus facile faire des choses à une machine qu'à une autre personne. OK. Oui, c'est une façon de voir les choses. Ouais. En tout cas, à l'enfance, Benoît, à l'école, j'imagine que t'étais comme les enfants. J'étais sage comme une image. Sage comme une image. Ouais. Donc, t'as pas été souvent chez le directeur. Non, vraiment chicané par le professeur. Ça, c'était le côté de mon frère. Mon frère, c'était pas mal l'inverse de moi. Ah oui, un petit peu à l'opposé de toi? Ouais, un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça? Non, je dirais que quand on se voit aujourd'hui, on est pas mal fous tous les deux. Là. C'est un peu notre côté quand on est ensemble. Et lui, il travaille-tu dans l'informatique aussi? Pas en tout, il travaille dans la construction. On a vraiment 2 milieux vraiment différents. OK, d'accord. Donc, toi, à l'école, est-ce que tu faisais quand même des sports ou est-ce que tu... J'ai joué au hockey pas mal toute mon enfance. Ah oui? Ouais, OK. Pendant une dizaine d'années. J'ai joué au baseball, au soccer. Puis, à l'adolescence, j'ai tout lâché, puis j'ai commencé à faire de l'informatique. Et parce que, bon, il y a des gens qui te connaissent, peut-être qu'ils
qu'ils ne savent pas, puis peut-être qu'ils t'ont pas vu non plus, mais t'es quand même grand, toi. Je fais 6 pieds pile. Ah, 6 pieds pile. Pile. OK. Pas un centimètre de plus. Pas un centimètre de plus, mais pas un centimètre de moins. Non, c'est ça l'important. C'est que tu fais ton 6 pieds. Ouais. Pour les sports, c'était quand même pratique. T'étais bon en sport ou? Ben, j'étais correct, mettons. je te fais la run. Okay. Mais j'aimais ça. Mais t'aimais ça, que ouais. tu le faisais vraiment parce que... Pour le plaisir, ouais. OK. Pas pour la compétition ou quoi que ce soit. C'est vraiment... nos parents nous ont inscrits dans le sport tout le long de notre adolescence. Puis, pour que vous fassiez de l'activité physique, pour bouger, puis tout ça. Ouais. Mm-hmm. Et là, tu dis à l'adolescence que t'as lâché le sport au début de l'adolescence? Au début du secondaire, me semble, okay. Ouais. J'ai décidé d'arrêter le hockey puis commencer à faire d'autres choses. Là, en fait, c'est sûr, le hockey c'était beaucoup prenant aussi. Tu sais, pour mes parents aussi, je charriais 2 personnes au hockey à chaque semaine. Là. Ton frère, il faisait le hockey aussi? Ouais, mon frère aussi. Ok, c'est que les deux. Avec j'imagine des pratiques puis des pratiques, des games à des heures différentes. C'est ça, c'est surtout ça à des heures différentes, des fins de semaine de hockey plein puis. Est-ce que tu as une grosse différence d'âge avec ton frère? J'ai 1 an et demi de différence. OK, ça quand même, ça que vous étiez pas trop loin. Non. OK. On s'est suivi pas mal toute notre adolescence. Il était 1 année de plus que moi à l'école. Dans les équipes de hockey, 1 année sur 2, on était ensemble. C'est ça, vous avez joué ensemble? Ouais. Ah, c'est quand même cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que vous voyez ça comme ça à l'instant? En fait, on n'en parle plus. Mais je pense que c'est la première fois que j'en parle depuis longtemps. Ouais. Il y a eu moi qui est allé chercher ça. Mais de ce que tu t'en souviens, est-ce que c'est cool d'avoir son frère dans l'équipe de hockey ou? Ouais, tout le long de mon adolescence, c'était cool d'avoir mon frère en général. En général, ouais, oui, vous aviez des bons... C'était mon grand frère, c'était un peu mon défenseur aussi dans la vie quotidienne. Là. Est-ce qu'il prenait soin de moi? Il y a eu souvent à te défendre? Une couple de fois. Ouais, quand même une couple de fois. J'avais un peu l'attitude pas baveux, mais OK, ouais, on peut le dire un peu plus baveux, puis ça se tournait contre moi des fois, là, mais il était toujours là. OK, mais là, tu vois, là, tantôt, tu disais que j'étais un enfant sage. Ah, ça, c'est dans ma jeune enfance. OK. Là. On n'était pas rendu là encore. Ça s'est un peu... Non, j'étais pas si pire que ça. Ça s'est un peu transformé. OK, donc ton frère a eu des fois à te défendre un peu. Ouais, c'est arrivé quelques fois. OK. Et puis, dans le sport, est-ce que vous étiez de même niveau, un peu, ou... Me semble dans mes souvenirs quand même, ouais. Lui est plus physique un peu que moi, fait qu'il y avait plus d'aisance aussi. Plus grand que toi? Ou... Non, il est plus petit, mais il est pas mal plus fort, là. OK. Physiquement... Ouais. On n'a pas la même shape. Passons maintenant à une personne handicapée visuelle qui, en plus, a fait beaucoup pour notre milieu et qui le fait encore. Et en plus, pendant cette entrevue, je me suis rendu compte qu'il me manquait peut-être quelques petites notions d'histoire en lien avec le braille et surtout avec les codes de transcription braille. Madame Nicole Trudeau nous explique un peu comment elle a été impliquée dans la création du premier code en français pour la transcription braille. Donc, extrait de l'émission 119 du 3 avril 2020 avec Madame Nicole Trudeau. Dans le milieu de la déficience visuelle, on commençait à se développer des programmes là, pour fournir du matériel scolaire aux étudiants qui étaient en situation d'intégration, parce que là, l'intégration était arrivée. Pas pour moi, là, mais pour les plus jeunes. Et ils ont commencé à développer un programme pour faire un code pour le braille. Oui. Pour la normalisation du braille. C'est Paul-Henri Buteau qui avait commencé ça, avec le ministère de l'Éducation. Et un jour, je reçois un appel me disant « Est-ce que le dossier t'intéresserait de poursuivre le travail de recherche sur la normalisation du braille? » Ça, c'était bien loin de moi, hein. C'est-à-dire que moi, j'étais une usagère du braille depuis toujours, c'est sûr. Ça a toujours été mon outil de travail dans tous les domaines. Mais c'était pas là-dedans que j'avais vu mon avenir, là. Alors, je me disais, je suis en musique, moi.
Ouais, vous avez pas vu le lien vraiment au début. Oui, puis là, j'ai sauté une étape et je reviendrai après. Mhm. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Ça me faisait bien mal au cœur de penser que je quitterais d'une certaine manière, pas complètement, par exemple, l'enseignement, mais l'enseignement dans les institutions. Ça a été très, très, très difficile de penser à ça. Par contre, là aussi, je me suis dit, est-ce que je suis prête à tenir le coup dans l'enseignement secondaire jusqu'à ma retraite? Oui, vous aviez des grands questionnements. Hein? Mhm. Compte tenu des conditions dans lesquelles ça se vivait, tout ça, je me suis dit... Ça donnait peut-être l'envie non, de là, je d'aller vers pense autre que là, chose. même, il y a eu une question de est-ce que... faut que je garde ma santé, là, moi aussi. Hein? Aussi, bien sûr. Alors, il y a eu une entente entre la commission scolaire et le ministère pour un prêt de service, pour aller travailler sur le code, là, sur la normalisation du braille. Alors, j'ai été prêtée au ministère, et ensuite, il y a un programme qui s'est développé à l'Université du Québec, et donc là, j'ai passé la main, j'ai changé de domaine, là. Je me suis investie dans tout le processus de normalisation et je me suis retrouvée à l'Université du Québec avec ce dossier-là, puis la publication du premier tome, etc. Et là, excusez un peu mon ignorance, là, puis je sens que il y en a qui vont peut-être dire, ouais, il est technicien braille, mais il connaît pas beaucoup l'histoire du braille, mais avant ce code-là, c'était quoi? Il y avait moins... Il n'y en avait pas de code. Il y avait pas de code du tout. Ben, c'est-à-dire, vous savez, le fait que l'enseignement se faisait dans les institutions spécialisées. Alors, il y avait une transmission orale et pratique de connaissances. C'était souvent, tu sais, les gens savaient comment on traitait un paragraphe, comment on disposait les titres, toutes ces choses-là, c'était fait un peu par transmission orale, mais il n'y avait pas aucun code qui existait pour normaliser ça. Mais là, à partir du moment où le gouvernement allait financer le matériel en braille pour tous les étudiants, ben là, il voulait quand même qu'il y ait de l'ordre là-dedans, que chacun fasse pas un peu n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, c'était intéressant, mais même moi, quand j'étais à l'école, où il n'y avait pas de code, là, quand j'étais étudiante, si vous aviez un document français, la présentation n'était pas du tout de la même manière. Au lieu d'aller à la ligne pour faire un paragraphe, ce que vous connaissez, là, aller à la ligne puis faire 2 espaces pour le renfoncement du paragraphe, ben eux autres, en Europe, ils faisaient pas ça. Ils mettaient le point 3 à la fin du paragraphe, et puis toi, tu devais comprendre qu'après le point 3, là, ce qui continuait, c'était un nouveau paragraphe. C'est qu'on continuait sur la même ligne. Exactement. D'accord. Alors, donc, le gouvernement a désiré mettre de l'ordre, puis que tout le monde puisse se comprendre en échangeant les documents, en procédant de la même manière. Alors, c'est comme ça qu'ils ont développé un projet pour élaborer un code, et ce code-là devait être suivi par tous les producteurs de matériel en braille. C'était le premier. En fait, c'est le premier code de langue française qui a été fait. D'accord. Les États-Unis avaient commencé un peu avant, ce qui ont servi un peu de modèle quand Monsieur Buteau a commencé. Mais là, il fallait quand même adapter. Puis tu sais, à l'époque, on n'avait pas de symbole pour le soulignement, on n'avait pas de symbole pour les caractères grands, on n'avait pas de symbole pour les... Mais c'est parce que l'édition en imprimé a beaucoup évolué aussi. Aussi. Hein. Mm-hmm. Alors, j'ai travaillé donc là-dessus jusqu'à... Il y a eu 2 éditions du premier code, en 89 et en 96. Après ça, j'ai continué là-dedans, enfin jusqu'à ma retraite, parce qu'ensuite, on a abordé la question du graphisme tactile. Oui, puis ça aussi, c'est intéressant.
Le graphisme tactile, on parlait pas de ça, hein, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et quand on a travaillé sur le code, le premier tome, on n'avait pas fait tous les sujets. Les gens disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes les images qu'il y a dans les manuels scolaires? Là, on n'a aucune norme pour gérer ça. Et ils voulaient mettre ça un peu comme un chapitre du code, tu sais, comme un des éléments. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, on est plus du tout dans le même monde, là. Tu sais, le braille, t'as l'alphabet qui existait, c'était tout, c'est un A, c'est un A, ça change pas, mais j'ai dit l'image, il y a pas de code. Oui, puis il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Une chaise peut avoir 50 présentations différentes. Tu sais, je parle visuellement. Non, j'ai dit là, on peut pas mettre ça un seul chapitre du code. Il faut que ce soit complètement un autre code, une autre approche, une autre pensée. Il y a pas d'équivalent. Alors là, ça a été évident. Mais là, on partait de beaucoup plus loin, là. Le braille était structuré, l'alphabet était organisé et tout. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. C'était pour la mise en page, pour le format. Mais la pensée était, on abordait. Alors là, il fallait aller beaucoup plus loin, analyser l'image, trouver. On peut pas reproduire une image d'un manuel tel que, en faisant le tracé. Ben non. Il faut savoir pourquoi on met l'image, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que, même aussi loin que, qui n'est pas réglé à mon avis, cette question-là, qu'est-ce que le doigt peut percevoir comme tracé? Tu sais, le braille, ça avait été bien normé, tel espace entre les points, tel espace entre les lignes. C'était tout bien réglementé, ça. Mais on ne savait pas, puis on ne sait pas, je pense encore vraiment, moi j'ai fait quelques expérimentations là-dessus, qu'est-ce que le doigt peut percevoir? À quelle distance tu vas mettre 3 ou 4 lignes très très proches? Mais à quel moment tu ne les sens plus, tes lignes, si elles sont trop proches? Tu les sens comme une ligne au lieu d'être capable d'en compter 5. Alors, toute cette question de la perception tactile venait. Alors là, on rentrait dans un autre monde complètement, qui n'est pas réglé, non? Il n'y a pas eu de code de sortie pour régler toute cette question-là, que je veux pas trop m'avancer là-dedans, parce que c'est assez compliqué, non? Effectivement, ça peut... Mais c'est devenu passionnant. C'était quand même quelque chose. En fait, je dirais pas ma consolation, mais enfin, ce qui m'a intéressé dans le domaine de la recherche après la musique, mais parallèlement, je dirais, c'est cette dimension de la recherche. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est de se documenter, de réfléchir, d'essayer de trouver comment on peut procéder intellectuellement. C'était quelque chose de stimulant. On passe à un autre extrait d'une autre personne sans problème de vision, mais qui est atteint d'une autre sorte de handicap. Il s'agit de Kevin Breton, que vous connaissez sûrement si vous syntonisez le poste Ami Télé. Avec Kevin, ça a été très spécial parce qu'on a décidé de faire comme une espèce d'échange. Et en réécoutant l'entrevue, je me suis rappelé que notre échange avait été quand même assez loin parce que Kevin est quand même fier d'être personne handicapée visuelle, de pouvoir avoir la chance de s'exprimer et de revendiquer ses droits. Voici comment il nous l'explique et voici aussi un petit bout d'échange que nous avons eu, lui et moi. Donc, Kevin Breton, émission 92, 13 septembre 2019. Mais tu sais, moi, le fait d'être une personne handicapée, ça fait partie de mon identité. Ça m'a permis de développer une plus grande sensibilité, puis une plus grande empathie, puis une plus grande soif pour la justice sociale, tu sais. Parce que je pense que quand tu es une personne handicapée, ben tu pars avec comme un X au tableau, tu sais. Toute ta vie, tu vas être désavantagé d'une certaine manière, de manière évidente. Puis tu sais, ça, je pense que tout le monde va un peu vivre ça à sa manière. Il y a plein de handicaps qui sont invisibles. Il y a les gens qui vont naître avec des problèmes de santé mentale qui vont se développer.
tardivement ou moins tardivement, les gens qui vont vivre sous le seuil de la pauvreté. D'une manière ou d'une autre, on va tous être un peu affectés puis naître avec un certain handicap, mais un handicap aussi flagrant, visible aux yeux de tout le monde, aussi apparent, et aussi handicapant, là, ça fait en sorte que t'as pas full le choix de réaliser qu'il y a des injustices dans le monde. Je suis né avec une injustice, avec une inégalité. Ça m'a ouvert sur le fait qu'il y a plein d'autres gens qui vivent des inégalités et des injustices. Puis il faut contribuer de la même manière que des gens dans mon entourage. Mes parents ont pris soin de moi, des médecins qui m'ont aidé à rétablir cette égalité-là. Ben moi, ça me force à devoir faire la même chose à mon tour maintenant. OK. Ben ça prend quand même, j'imagine, une certaine force pour en arriver à une conclusion comme celle-là. Ouais. En plus, à un jeune âge quand même, là. Ouais, moi j'ai 28 ans, puis tu sais oui, puis je sais que c'est pas un discours que nécessairement n'importe qui et tout le monde vont partager, parce que je comprends qu'il y a des gens pour qui le handicap c'est vraiment pas source de résilience pour eux, puis s'ils pouvaient se débarrasser de ça, ils s'en débarrasseraient. Tu sais, je veux dire, si une personne avec une déficience visuelle, du jour au lendemain, pour avoir une opération de thérapie génique ou de peu importe les merveilles de la science actuelle qui leur redonnerait la vue, je leur en voudrais pas, là, tu sais, je veux dire, tant mieux si vous pouvez retrouver la vue puis vivre votre vie comme vous le souhaitez. Mais moi, si on pouvait me redonner à être 6 pieds 1 demain et marcher, je ne voudrais pas. Ça fait pas partie de mon identité. Je me suis pas développé une force de caractère comme ça. Puis je suis heureux. Puis quand je prends l'autobus en étant une personne en fauteuil roulant, j'ai l'impression que j'envoie un message politique. Toutes les personnes en fauteuil roulant ont le droit de prendre le bus, ont le droit de travailler, ont le droit d'être heureux. Puis je suis content de pouvoir porter ce message-là tous les jours, même malgré les embûches. Mais je voulais ouvrir une parenthèse parce qu'on s'est dit qu'on ferait comme un échange, toi puis moi, pendant le... Ouais. Puis moi, quand on a voulu m'opérer à l'âge de 10 ans, j'ai pas voulu. Non. Non. Puis c'était une opération qui visait à quoi? Ben, améliorer quand même ma vision. Puis t'as pas voulu? J'ai pas voulu. En raison des risques encourus ou Ouais, mais tu sais, j'avais 10 ans, hein. Ça Ouais. fait que j'avais quand même analysé, selon moi, le pour et le Oui. contre, puis j'avais décidé que c'était non. Ah. Ça fait que... Mais qu'est-ce qui faisait pencher dans la balance vers le non? C'était-tu comme la peur de passer sur le bistouri ou c'est que t'étais en certaines parties, t'avais pas envie qu'on te corrige? Je pense qu'il y avait ça, il y avait la peur du bistouri, il y avait la peur de l'après, tu sais, Ouais. de tous les rendez-vous médicaux que ça allait encourir, tout ça. Mais même si on me disait oui, mais tu vas voir mieux, tu vas voir plus, tu sais. Ah. Non. J'ai quand même dit non. Puis tu regrettes ta décision aujourd'hui? Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de regrets dans la vie. Uh-huh. Ça fait que je pourrais peut-être te dire certaines journées, c'est arrivé que oui. Mais en général, je te dirais que non. Mais tu vois, on est passé par la même étape parce que moi, ma dernière opération dans les jambes, c'était à 6 ans. Puis je pense que comme 2 ans après, on m'avait dit, si tu veux, on pourrait retenter un coup pour comme solidifier tes muscles et tout ça, mais c'est à ta guise. Puis moi aussi, j'avais dit non à ce moment-là. Puis je sais pas si c'était le petit jeune de 8 ans que j'étais qui était plus éveillé, mature que je pensais ou quoi, ou naïf, mais je me disais, tu sais, je vis bien comme je suis là. Effectivement, la part des rendez-vous subséquents puis tout ça, puis comment ça va empiéter sur mon quotidien, puis surtout qu'il n'y a pas de garantie que ça va fonctionner. C'est ça, là. Il y a jamais de garantie nulle part, de toute façon. Mm-hmm. Puis, on a eu des médecins qui nous ont permis de choisir aussi, tu sais, parce que c'est pas nos parents qui ont comme décidé. Exact. Ça, c'est tough quand même, hein, tu sais, comme les opérations quand t'es jeune, là. Puis je pense que ça va être hyper dur aussi pour les parents, parce que les parents ont le devoir de guider le mieux possible les enfants à travers tout ça, mais souvent, ils sont même pas aussi bien outillés que nous, on l'est, tu sais. Non, mais je pense que fondamentalement, c'est comme ils voudraient ce qu'il y a de mieux, ils voudraient quand même, je pense qu'on le fasse. Ouais. Mais, Ouais. tu vois, toi, on est deux, là, assis autour de la table qu'on a décidé que non. Ouais, puis je suis sûr que c'est quand même assez fréquent. Il y en Puis- a d'autres, c'est sûr. Mais toi, tu dirais-tu que ton handicap visuel, ça fait partie de quitter Martin ou Oui. Ben oui, parce tu que... le revendiques, mettons? Ben, je le revendique. Ouais. Puis non seulement je le revendique, mais tu sais, bon, moi j'ai quand même la chance de dire que je sais pas c'est quoi être mieux que ça. Ouais. J'ai jamais vu plus.
c'est tellement vrai ça, parce que c'est le même pareil quand on disait qu'il y avait des réflexions croisantes les différents handicaps en début d'entrevue là. Voilà. Tu sais, moi souvent il existe des espèces de fauteuils roulants très très futuristes, un peu type armée exosquelette, genre District 9, qui permettent aux personnes handicapées d'être comme debout, assis debout, puis c'est comme un genre de robot qui prend ta place. Puis les gens qui, comme tu disais là, qui eux ont vécu mieux. Eux, ils ont eu un accident, puis du jour au lendemain, ils sont tombés en fauteuil roulant. Eux, ils aiment ça, cette technologie-là, puis ils veulent y regoûter. Mais toi puis moi, qui avons pas goûté mieux, c'est comme le désir de retrouver cette autonomie-là, en parenthèse, là, elle est pas si forte, c'est sûr. C'est ça. C'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment. Qu'on se fait parler, qu'on voit les autres agir, forcément. Ouais. Mais qu'on le connaît pas personnellement. Puis là, aujourd'hui, s'il y avait une autre opération, par contre, t'apprendrais. Ah, j'ai pas dit ça. Non? J'ai pas dit ça parce que je continue quand même à aller voir des spécialistes régulièrement. Et puis, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que moi, mon œil a été accidenté quand j'étais jeune. Là, donc, c'est plus compliqué. C'est comme si je rentre jamais dans la catégorie des trouvailles là qu'ils ont faites là. Ça fait que on dirait que ça marchera jamais. Ouais, parce qu'il y a moins de effectivement, il y a moins de recherches pour, j'imagine, les accidentés que ceux qui naissent avec une maladie de l'œil. Ouais, puis tu sais les accidentés, souvent il y a des risques plus grands d'hémorragie puis tout ça. Ça fait que tu sais ça limite un peu la possibilité là. Je comprends. Ouais, donc d'un sens, je te dirais que ça m'arrange parce que ça va continuer probablement comme ça. Puis moi, je suis rendu à 44 ans. Ça fait que bon, tu sais, c'est plus la même chose non plus. Non. Ouais. Toi, t'as eu tu l'as compris très jeune, puis moi, ben, tu vois, je l'ai compris assez jeune aussi, puis je suis encore plus vieux que toi. Ça fait que je maintiens un peu ma... C'est à partir de quand que tu t'es dit, Criff, je suis bien, moi, dans ma peau, je suis bien, comme une personne aveugle, puis Moi, je vais te dire une chose, tu sais, j'étais allé à l'école régulière au début, puis c'était très difficile, parce que même les professeurs savaient pas quoi faire avec moi, la directrice voulait pas m'avoir dans son école. À partir du moment où je me suis envenu à l'école adaptée, à Jacques Ouellette, là, j'ai dit, bon, là, je fais la même chose que tout le monde. Hein? Là, mon handicap prenait un peu plus un sens. Quand tu es arrivé dans une école spécialisée, ça t'a aidé à ton processus d'acceptation, tu dirais? Oui? Ouais. Oh oui. Parce que tu étais sur le même pied d'égalité que tes camarades de classe, genre? Ah, je te dirais même que à des niveaux, j'étais au-dessus des autres. Ouais, parce que... Fait que là, t'es un défenseur adepte de l'école spécialisée. Ben, je pense qu'elle a sa raison d'être. Ouais. Oui. C'est sûr que maintenant, c'est plus pareil. Je veux dire, un enfant arrivera pas dans une école avec une directrice qui va dire, je veux pas avoir cet enfant-là dans mon école. Ouais. Hein, ça l'a évolué. Alors que ça se disait à l'époque. Ça s'est dit. Hein? C'est drôle parce que, tu sais, mettons, toi, c'est à l'école que t'as acquis cette envie-là de te revendiquer comme une personne handicapée. Moi, ça a été plus tard quand même, là, parce que quand j'étais à l'école secondaire, l'espèce d'étiquette de personne handicapée, je voulais surtout pas, tu sais. Même au cégep, puis même à l'université. À l'université, je commençais, mais avant ça, je m'identifiais pas tant comme une personne handicapée, puis j'avais comme l'impression qu'ils se sécularisaient entre eux, puis qu'ils voulaient s'isoler, puis je comprenais pas l'idée de se mettre en gang à part pour faire revendiquer des droits, tu sais. Mais une fois que je suis rentré à Montréal, puis que j'ai vu les struggles de la vie quotidienne quand t'es une personne handicapée, que je suis devenu une personne adulte, puis j'ai vu que c'était tough en crif de vivre sous le seuil de la pauvreté quand t'es une personne handicapée. Puis une fois que j'ai rentré dans un organisme communautaire, puis j'ai vu comment leur combat était pertinent, puis qu'ils visaient pas à s'exclure puis à se mettre en marge, mais qu'ils visaient juste à se faire une place dans la société, c'est comme là que j'ai eu un déclic, tu sais, que c'est important de se rassembler, de revendiquer qui on est, puis de s'identifier fièrement comme une personne handicapée. Je vous avais promis des nouvelles. Eh bien, on passe à notre prochain invité ce sera un extrait inédit, parce que il va nous raconter un peu ce qu'il vit depuis son dernier passage à Connaissez-vous. C'est un jeune extrêmement dynamique, rempli de talent et rempli de projets surtout.
Il s'appelle Benjamin Ouellet. Il est venu nous voir le 6 septembre 2019 et c'était l'émission 91. Maintenant, on prend des nouvelles de lui. Bonjour Benjamin. Bonjour. J'espère que ça va bien. Merci d'accepter de nous partager des petites nouvelles parce que la première fois qu'on s'était rencontrés, hein, on peut dire que t'es jeune, que tu déplaces de l'air. Hein, on peut quand même dire ça. Ouais, quand même. Puis, bien, évidemment, on se doutait pas non plus que la pandémie nous guettait à ce point-là. En septembre ou septembre là, 2019, tu commençais le cégep. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le cégep pour toi. Comment ça a été le début? Comment ça va maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans tes études? Écoute, ça a été une épreuve, je dirais, plus grosse pour moi que le secondaire. Le secondaire, ça a été une épreuve, surtout au début. Mais vers le secondaire 3, 4, 5, j'avais beaucoup d'amis, j'avais des bonnes notes. C'était moins compliqué. Puis j'avais quand même une autonomie au niveau sportif. Puis j'étais pas obligé de travailler beaucoup à l'extérieur de l'école. J'ai jamais été un gars qui aimait ça travailler vraiment à l'extérieur de l'école. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment travailler à l'école, mais à l'extérieur, je suis pas le gars le plus travaillant, malheureusement. Puis cégep, je me suis rendu compte que tu peux pas réussir si tu travailles pas à l'extérieur. Donc, il a fallu que je me réajuste beaucoup au niveau de mes habitudes de vie, tant au niveau de l'entraînement, au niveau social, au niveau... bref, ça a été mais ça a quand même bien été dans l'ensemble. J'ai quand même réussi à passer tous mes cours, tous mes niveaux. Puis aujourd'hui, tu vois, il me reste juste un cours pour finaliser là, mon diplôme en sciences humaines. Donc, il y a eu des épreuves, mais dans l'ensemble, j'ai quand même réussi à avoir ce que je voulais. Il y a eu plus comme un choc, hein? Ça a été plus comme de t'habituer au rythme du cégep, de dire que, je sais pas si c'est encore comme ça, mais je sais qu'à l'époque, ils nous disaient, bon, il y a un nombre d'heures de cours, puis un nombre d'heures de travaux à faire à l'extérieur, puis c'est comme pas une blague, là. C'est vraiment, faut vraiment travailler à l'extérieur du cours, là. Non, c'est ça, c'est pas une blague. Faut vraiment travailler. Faut vraiment travailler à l'extérieur. Je peux même pas compter. Je me rappelle très bien d'une situation en particulier ou deux. Je travaillais tout le temps avec une de mes amies en particulier. Puis je peux même plus compter le nombre de soirées qu'on a passées en appel ensemble à faire des travaux. Sincèrement, ça a été un nombre d'heures incroyable. Écoute, je commençais des résumés. Il fallait faire des résumés de lecture parfois. On commençait à 20h le soir, je finissais à minuit. C'était très, très long, c'était beaucoup d'heures. Puis avec les entraînements, c'était pas nécessairement facile. Mais je voudrais, d'un coup que ton ajustement est fait, t'es capable de survivre à ça, là. Je veux dire, c'est juste que au début, oui, tu vas avoir un choc parce que entre le secondaire puis le cégep, il y a un monde. Puis j'ai jamais été à l'université, mais je suis convaincu qu'il y a un monde aussi entre le cégep et l'université. Donc, puis de toute façon, à chaque étape de la vie, on sait qu'il faut que tu t'adaptes. C'est comme quand tu changes d'équipe de sport, t'es dans une équipe amateur, puis tu t'en vas dans une équipe pro. Mais c'est pas la même chose, là. C'est pas les mêmes routines, c'est pas le même nombre d'heures d'entraînement. Donc la vie, je veux dire, c'est ça, c'est s'adapter, c'est changer les habitudes de vie. Puis je veux dire, si t'es pas capable de t'ajuster par rapport à ça, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'en sortir, là. Puis la preuve que tu as bien réussi à t'adapter, c'est comme tu dis, c'est que tu as réussi, là, tous les cours que tu as entrepris, là, tu es en train de finaliser tout ça, mais ça a quand même bien été, là. Ça a bien été. J'ai repris 2 cours, okay. En particulier, ouais. Économie et maths. Donc, ouais, deux cours que pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est bon. Mais il faut quand même mettre en contexte que, premièrement, économie, la première fois que je l'ai fait, c'était juste en ligne. Et on sait qu'en ligne, c'est très compliqué, là. Je veux dire, on peut pas vraiment apprendre avec les bonnes méthodes, donc ça m'a pas aidé. Puis quand je l'ai refait en présence, tu vois, ça a été numéro 1. Le prof, on s'est vu en privé. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que je pourrais donner, là, même au cégep. Tu peux toujours demander au prof de faire de l'individuel avec toi à l'extérieur du cours. Un 30 minutes par-ci par-là pour qu'il te montre les calculs, qu'il t'aide. Tu sais, des fois, on a peur de demander de l'aide, là. J'étais pareil au début de mon cégep. Mais des fois, t'as pas le choix, là. Donc, j'ai demandé de l'aide, puis j'ai réussi à passer.
Puis maths, pour mettre en contexte, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. J'avais commencé, la première fois avant la pandémie, avant mars 2020. Ça allait pas du tout, là. J'étais pas concentré sur l'école à cette période-là de ma vie, en 2020. Donc, écoute, je pense que j'avais 40 en maths avant la pandémie. Puis la pandémie m'a quasiment sauvé parce que, en fait, j'ai juste abandonné les cours. Donc, ils m'ont donné un incomplet. Donc, ça a pas mis à ma coteur pour mon bulletin. Ouais. Ouais. Puis, fait que la pandémie, de ce côté-là, m'a sauvé la vie. Parce que je te le dis, j'étais parti pour couler toutes mes cours cette session-là avant que la pandémie arrive. Puis quand la pandémie est arrivée, j'ai passé toutes mes cours sauf maths. Sauf qu'après, il a fallu le continuer, le cours. Ouais, il a fallu le refaire. Puis là, on a changé de méthode parce qu'on a vu que ça marchait pas du tout. Là, pour moi, les cours de maths en classe dans un groupe régulier. Donc, j'ai été avec maths à distance. Je sais pas si tu connais, là. C'est cégep à distance, en fait. Ah, oui. Ouais. Puis honnêtement, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas mon travail. Je veux dire, je veux pas bâcher personne ou quoi que ce soit. Mais ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie, là, pour être très honnête. J'ai réussi à passer, mais j'ai dû faire 2 examens à travers maths à distance parce qu'il était pas en mesure de me donner le matériel que j'avais besoin. Et parce qu'on avait un tuteur en maths à distance, puis il comprenait pas la réalité de l'handicap visuel, ou il se forçait pas à comprendre. Ok, je sais pas. Donc il y a eu beaucoup de batailles au niveau obtenir nos droits, comme on dit là. Donc puis c'était important pour nous parce que mon frère suit le même cours avec le même cégep à distance aujourd'hui. Donc c'est important pour moi de défendre mes convictions puis d'aller jusqu'au bout, puis j'ai réussi à passer le cours, mais honnêtement ça a été une des pires expériences que j'ai vécues là. Au niveau mental, ça m'a vraiment frappé là. Ouais. On peut dire quand même que pour toi, parce que j'entendais à la radio tout à l'heure, là, juste avant de me brancher, il demandait, est-ce qu'on continue ça, les cours à distance après la pandémie? Toi, je pense que la réponse, ce serait non. Sincèrement, je pense pas. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Je pense que quelqu'un qui exemple, est déclaré positif à la COVID-19 devrait avoir le droit d'exemple, écouter le cours qui est en présence chez lui. Ça, c'est mon avis, parce que bon, je veux dire, il va toujours en avoir de la COVID, là. Mais pour toi, personnellement, là, c'est pas ce que tu préfères. Non. Pour moi, personnellement, non. Non. Vraiment pour toi, là, selon l'expérience que tu as vécue. C'est parce que là, je parlais comme le journaliste, là. Mais je pense que, c'est sûr que mon avis personnel, c'est que non, les cours à distance, c'est non. C'est pas optimal du tout. Je veux dire, on a toujours notre cellulaire à côté de nous. On a plein de distractions autour. Il y a des choses qui se passent chez nous. Non, c'est pas l'idéal, non. Le deuxième aspect qui nous avait frappé ceux qui te connaissaient avant l'entrevue le savaient déjà, mais toi, tu es un grand sportif, tu t'entraînes et tout. Est-ce que ça, la pandémie, c'est peut-être un point qui t'a moins touché, ça, pour l'entraînement? Ça m'a touché, mais à différents niveaux. C'est sûr que au niveau de l'entraînement, oui puis non. Parce que vu que je suis athlète élite au Québec, dans le fond, ça veut dire qu'on a un statut spécial, on est payé par l'Institut du Québec au niveau sportif. Et ce que ça veut dire par rapport à ça, c'est qu'on a une grosse installation de manière privée, même en temps de pandémie. Donc moi, même au cœur de la pandémie, j'avais le droit de m'entraîner dans un stade, alors qu'il y avait personne dedans. Le seul problème, c'est que c'était beaucoup moins motivant. Parce que je m'entraînais plus en équipe. Je m'entraînais seul. OK. Donc moi, je m'entraînais pendant 2 ans sans coéquipier. Et l'autre chose, c'est que les compétitions, c'est devenu très compliqué. Au niveau international, au niveau national. Donc, il faut que tu cours après les compés. Donc, au niveau performance, c'est pas si évident que ça.
Donc oui, ça m'a touché, mais si je me compare au niveau de la population en général, je vais dire que je m'en ai quand même bien sorti. OK. Et qu'il n'y a pas eu trop de moments où ce que tu t'es retrouvé seul, coupé des autres, puis tout ça, là. Tu parles au niveau social, en fait. Ouais. Écoute, il y a la pandémie est arrivée en 2020. 2020, pour moi, ça a été quand même une belle année au niveau social, là. J'avais quand même réussi à garder beaucoup de liens amicaux, puis je voyais quand même du monde. Je te dirais que 2021, encore là, je veux pas nécessairement rentrer dans les détails, et puis c'est pas le but. Mais 2021, pour moi, ça n'a pas été l'année la plus facile au monde, là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tant au niveau personnel qu'au niveau école et tout. Donc, ça n'a pas été si facile que ça. Donc, au niveau social, il y avait eu une baisse à ce niveau-là, par un manque de motivation, je te dirais, à aller vers les autres, ou parce que j'ai quand même un noyau social élevé. Donc, c'est pas un gros problème, mais j'avais pris un peu de distance par rapport à certaines choses. Mais tu vois, aujourd'hui, ça va vraiment bien, puis on est reparti sur une nouvelle base. Mais oui, la pandémie, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que ça m'a frappé en 2021 au lieu de 2020. Plus qu'en 2020. Je sais pas pourquoi, il y a eu quand même beaucoup de personnes que ça l'a fait ça aussi. Oui, c'est ça, t'es vraiment pas le seul à dire ça, là. Ben, c'est ça l'a comme frappé par après. Donc, sur le coup, en vrai, je le réalisais pas. Puis ce qui a pas été en 2021 aussi, c'est que c'est ça, mes performances en athlétisme ont été correctes sans plus. Donc c'est sûr qu'au niveau de mon moral, ça l'a joué beaucoup. Puis en fin d'année, je m'ai blessé également. Donc il y a eu beaucoup de facteurs, là, c'est sûr. Il n'y a pas juste la pandémie. Mais il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de facteurs. OK. Et écoute, on sent au moins que tu vas bien, que tu t'en sors, que ouais, ça va bien. Le moral est là, tout ça. Et tu disais dans l'entrevue aussi que tu voulais te faire une blonde. Ça, c'est-tu arrivé? En fait, écoute, j'ai eu la chance d'avoir eu ma première en 2020. C'est ironique parce que c'est arrivé pendant la pandémie. OK. Ouais, ben en fait, en juin 2020. Ça a duré 3 mois. C'est une expérience qui m'a vraiment appris sur moi en tant que personne, qu'est-ce que je devais améliorer. Puis ça m'a appris, OK, t'as tel défaut, t'as telle qualité. Donc même si ça n'a pas duré longtemps, je dirais que cette relation-là m'a vraiment apporté beaucoup à long terme. Puis 2021 aussi, hein, si on peut retirer des moments difficiles, c'est que ça t'apprend en tant que personne. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est ça, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Puis en ce moment, c'est ça, je suis dans une fréquentation, dans une nouvelle aventure avec quelqu'un, donc ça va vraiment bien, mais au niveau au jour le jour, ben oui, j'ai eu la chance d'avoir certaines expériences dans les dernières années. Ben, c'est extraordinaire parce que, tu sais, on le disait avant le début de l'entrevue, tu as 21 ans, là, tu es encore tout jeune, puis on sent une grande maturité, puis on sent aussi que tu apprends de tes expériences, hein, que ce soit à tous les niveaux. C'est quand même pas tout le monde à cet âge-là qui est rendu là. Ça fait que c'est quand même incroyable. Le dernier petit sujet que je voulais te demander avant qu'on se laisse, hein, parce que c'est une entrevue très, très courte aujourd'hui, hein, c'est pour donner des nouvelles. Mais tu avais commencé à écrire un livre à un moment donné. Hein? Est-ce que tu as poursuivi ça? En fait, pour l'instant, je te dirais que c'est sur la glace pour une raison en particulier. C'est que en ce moment, écoute, il y a beaucoup de projets qui sont sur la table dans les prochaines années. Là. Il y a un projet de me monter vraiment en tant que conférencier dans les prochaines années. Je veux donner beaucoup de conférences un peu partout, dans les écoles, dans les entreprises. Donc, c'est sûr que ça va m'occuper beaucoup. Puis au niveau professionnel, c'est sûr que tu sais, je veux devenir journaliste, je veux aller en radio, communication. J'ai ma course à m'occuper. J'ai quand même un plan peut-être de me créer une mini-compagnie aussi là, dans quelques années au niveau marketing, parce que j'adore la publicité, marketing et tout. Donc, le livre, je te dirais présentement, c'est un peu sur en pause, mais c'est clair et net que je vais en écrire un, puis il y a déjà
il y a déjà beaucoup d'idées qui sont en œuvre par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une collaboration avec, exemple, mon frère qui va y participer aussi. Mais il y a énormément il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. C'est juste que avec la pandémie, il y a des choses qui ont été ralenties dans les dernières années. Donc, mais là, vu que ça commence à aller mieux, puis que j'ai plus de temps cet hiver, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets qui vont revenir. Mais tu sais, ce qui est incroyable, ce qui est merveilleux aussi, là, mettre un projet sur la glace parce qu'il y a trop de projets, là. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui aimerait ça être à ta place. Puis moi, en tout cas, je t'encourage dans tout ça. Je te suis un petit peu par les réseaux sociaux, par Facebook, là, pour ne pas le nommer. Et je vais continuer de le faire et j'aimerais bien ça, en tout cas, un jour, assister à une de tes conférences. Écoute, tu devrais avoir l'opportunité parce que, comme j'ai dit, c'est sûr que je vais expandre ça là, dans les prochaines années. Puis, tu sais, peut-être mettre une conférence disponible sur Internet. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose que j'avais pensé de faire une genre de vidéo en direct. Là. Ça peut être possible aussi. Donc, on va voir avec toute mon équipe autour de moi parce que j'ai une équipe maintenant pour me conseiller au niveau projet, au niveau marketing. Donc, c'est sûr que on va voir. Mais non, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis, on est excité par rapport à ça. Mais faut y aller une étape à la fois. Faut pas brûler des étapes. Exact. Mais il y a plein de projets, plein de possibilités. On te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous en parler aujourd'hui puis nous donner de tes nouvelles. Moi, ça m'a beaucoup plu puis je sens qu'il y a beaucoup de gens aussi à qui ça va plaire et que ça va inspirer. Ça fait plaisir, Martin. Merci. Notre prochain invité, une personne sans problème de vision. Il s'agit de ma patronne, Madame Mélissa Cécire, que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être aussi connu par l'entremise du projet Connaissez-vous. Mélissa est venue nous voir le 13 mars 2020, l'émission 116. Et bon, comme je vous le disais, Mélissa, c'est ma patronne. Elle a repris les rênes de la compagnie Point par Point. Et il y a eu, bien sûr, d'autres invités qui sont venus nous parler à Connaissez-vous. Je pense à Alexandre Fulvy, qui est venu nous parler du département ITEX, qui a été le premier invité sans problème de vision à venir nous parler. Il y a eu également Stéphane Pilon, qui est venu nous parler, lui, du département audio. Il y a eu Frédéric Charbonneau, qui nous a parlé de ses tâches en tant que commis, qui nous a parlé aussi d'un livre qu'il a écrit qui s'intitule « Les rêves d'Alice ». Il y a aussi, bien évidemment, eu Gérard Cécire et France Provost, qui ont fondé la compagnie Point par Point il y a déjà plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, on écoute un bon moment avec Mélissa qui nous raconte un peu après ses expériences d'études, ses expériences professionnelles, après avoir fondé sa famille, ce qu'elle a fait pour donner un tournant à sa carrière. Je suis retournée à l'école. Donc, OK. Oui, je suis retournée à l'université. Je me suis servie, dans le fond, de mon expérience en administration pour postuler sur un poste. Eux autres, il faut vraiment que tu envoies ton CV, que tu te démarques pour aller à l'université sans avoir complété, par exemple, ton cégep. Ouais, comme pour avoir l'expérience un peu équivalente. Là, exact. C'est de même que je me suis qualifiée et je suis rentrée à l'université pour faire un certificat en administration. Est-ce qu'on réfléchit longtemps avant de décider de retourner à l'université comme ça, une fois la famille faite, une fois avec une belle position? Est-ce que oui. C'est sûr, hein? Oui, on y réfléchit longtemps parce que nécessairement, plus les enfants vieillissent, qu'ils se responsabilisent, plus ça laisse place au passe-temps ou ça laisse place à autre chose dans notre vie de parents. Puis on se le cachera pas. Chaque fois qu'on a un peu plus de place, on est content de profiter un peu de ces moments-là. Donc, en allant ajouter une tâche, c'est vraiment comme le temps faire le choix de pas profiter de son temps libre, dans le fond. C'est dans le fond, ou d'en profiter différemment, je dirais. C'est sûr, parce que là, c'est quand même beaucoup il y a des cours, il y a des travaux, Exact, c'est une grosse charge. Puis encore là, on parle vraiment
en surface, ça c'est avant de commencer les cours, mais quand j'ai pris ma décision de retourner à l'école, ce que j'avais en souvenir de mon parcours à l'école, j'avais 18 ans, 19 ans, pas là on était 10 ans plus tard là. Ouais, ça fait que presque. Donc ma capacité d'apprentissage, je suis avec des gens plus jeunes, tout. C'est vrai là, parce que là c'est comme les autres, eux autres c'est Eux autres ils sortent du leur cégep cheminement ou là après exact. le processus Donc standard, ça aussi là, ça a comme Mm-hmm. un aspect qui est à considérer quand on retourne à l'école, puis les travaux d'équipe, bon, mais il faut les faire à des pendant que ça convient. Mais moi, je suis sur le marché du travail, j'ai 3 enfants, eux autres ils ont des cours un l'avant-midi, pas l'après-midi, ils travaillent ici et là, mais C'est ça, c'est qu'il y a des choses, l'horaire est différent, le tempérament des gens est différent aussi parce que bon, eux sont encore plus jeunes, pas la même maturité. exact. Fait que ça a été une grosse période d'adaptation, mais je suis contente de l'avoir faite. Mm-hmm. Ça tu t'en es bien sorti. Ton conjoint lui est très occupé aussi, ça fait que forcément Donc lui aussi est dans le milieu municipal, qui est directeur des travaux publics, ce qui fait que il y a des grosses décisions, beaucoup de tâches qu'il doit accomplir, puis ça fait qu'on a deux grosses positions là. ça doit faire des grosses discussions aussi des Oui. fois autour de la table. Et là, dans l'entrevue qu'on a eue avec ta mère, qui est France Provost, elle nous a dit que, parce que elle habitait à Longueuil, puis à un moment donné, elle est déménagée plus près de chez toi aussi pour se rapprocher. Oui. De toi puis de ses petits enfants parce qu'elle s'implique dans les devoirs, tout ça, elle nous a expliqué ça, je trouvais ça vraiment mignon. Et là, ce que j'aimerais savoir dans le fond un peu, c'est tes enfants à toi, forcément eux ont des grands-parents qui voient pas, et ça a dû quand même m'occasionner des fois peut-être des petites situations mignonnes ou cocasses ou Oui. Ben en fait, il y a différents moments où on réalise que, tu sais, d'entrée de jeu, je disais que je me rappelais pas à quel moment moi j'ai réalisé que mes parents ils voyaient pas. C'est sûr que quand j'ai regardé mes enfants grandir, je peux facilement savoir quand est-ce qu'ils l'ont réalisé juste par leur façon d'agir avec eux, d'interagir. Donc souvent des enfants vont s'élancer vers quelqu'un pour montrer un dessin. Mais eux autres, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils prennent le doigt de la personne pour faire toucher quelque chose, ou que c'est... Mes parents sont des gens qui ont des réflexes très structurés pour pas s'y perdre, là. Donc, quand ils viennent chez nous, ils savent où ma table de cuisine, mais ils vont prendre la même chaise tout le temps pour pas avoir à tout le temps chercher un endroit où s'asseoir ou trouver des surprises, là. Oui, avoir peut-être des habitudes un peu plus routinière implantée, là. Exact. Là. Mm-hmm. Mais ça fait en sorte que mes enfants, eux autres, ils l'ont réalisé ça, puis très tôt dans leur jeunesse, ils étaient capables de guider mes parents à travers ça. Ils comprenaient. Puis quand je dis très tôt, là, j'en ai une, mon enfant du milieu, Zoé, elle avait 18 mois, puis elle guidait ma mère vers sa chaise quand elle arrivait. Puis c'est quand même remarquable de voir 18 mois, c'est pas vieux là. Non, pour c'est vraiment pas vieux. Avoir compris ça là. Exact. Puis moi, de mon côté, dans mon éducation, c'est sûr qu'il y avait toujours un aspect qui considère l'accessibilité à l'information, dans le sens où quand je pose une question à un enfant autour de la table puis qu'il répond par un signe de tête, je sais qu'il va arriver un moment où je vais poser la même question, mais qu'il va y avoir quelqu'un de non-voyant à la table, puis cette personne-là va avoir manqué la réponse. Donc, j'essaie de leur rentrer dans la tête comment s'assurer au maximum d'inclure, de prononcer l'information pour qu'elle soit compréhensible à tous. C'est ça, de donner une réponse verbale, là, de donner exact. une vidéo description. Exact. Puis quand ma mère ou mon père soupe à la maison, bon ben ils vont dire ton steak est en bas, tu sais, midi 3h, 6h, 9h là. Donc ils ont déjà ces réflexes là, ils connaissent comment
faciliter la présence d'une personne non-voyante. Donner des petites informations, mais qui peuvent vraiment être très utiles, puis très savoir sont où les choses dans l'assiette. Ça évite d'avoir à trop toucher dans son assiette, puis on sait sont où nos choses, puis ça nous permet de manger ce qu'on veut quand on veut. Exact. Et pour trouver la chaise, c'est ça, hein, de savoir où on s'assoit sans avoir à chercher ou d'accrocher des gens, ou c'est très aidant, puis c'est pas si c'est pas des grosses choses, mais c'est bien d'en être conscientisé jeune, puis de le savoir, puis de le faire. C'est sûr que ça va les suivre dans leur parcours, puis à partir du moment où ils ont le réflexe, je pense que c'est un plus pour tous les gens qui vont croiser, qui ont besoin d'avoir une information supplémentaire ou un soutien supplémentaire. Retournons avec une personne avec un handicap visuel, une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une expédition de vélo tandem organisée par l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, Juba Saran. Juba, il est venu nous voir le 28 février 2020, c'était l'émission 114. Et avec l'extrait que je vous fais entendre aujourd'hui, je pense que ça va vous donner la piqûre peut-être ou le goût des voyages avec une petite touche d'adaptation qui nous permet d'être encore plus satisfait et de se prévaloir justement de tous les côtés positifs qu'apporte un voyage. Après ces quelques expéditions avec la SAM, j'avais décidé, en me réveillant un de ces matins du mois de juillet, je m'étais dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, parce que là, le temps est en train de passer. Je m'étais donné comme objectif de commencer à faire la recherche de stage au mois de septembre. Et là, on était déjà rendu au mois de juillet. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, à ce moment-là, je m'étais décidé de prendre mon courage à deux mains, puis de me céduler un petit voyage en Italie. Wow! Rien de moins. Rien de moins. En tout cas, c'était une aventure exceptionnelle. Je partais dans un pays que je connaissais pas, avec une langue que je parle pas. Tout seul? Tout seul. Puis, je te dirais, j'ai passé vraiment 3 semaines exceptionnelles. Je suis parti là-bas, j'ai passé vraiment 3 semaines super. J'ai passé une première semaine à Rome tout seul. Par la suite, j'étais allé avec une association qui organisait des voyages pour personnes non et malvoyantes. Et on était en bord de plage dans une grosse maison. J'étais avec d'autres personnes non et malvoyantes. J'étais le seul qui parlait pas l'italien. Écoute, c'était une expérience de folie. Là, vraiment, les Italiens sont super le fun. On a fait plein d'activités, la plage, le cheval. Les Italiens sont fêtards, donc je suis parti dans des familles italiennes au sommet des montagnes faire de la pizza avec des femmes là-bas et tout ça, puis c'était vraiment vraiment le fun, hein. Honnêtement, j'ai passé une semaine de folie. Puis à la dernière semaine, celui qui a organisé ce voyage associé avec l'association, lui il m'avait proposé carrément, il m'a dit, écoute, toi tu sembles être un gars super le fun. En plus il me dépassait pas, comme il avait à peine 32-33 ans. Il m'a dit, écoute, moi je vais aller au nord de l'Italie chez mes parents et tout, puis après je vais aller voir des amis, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi? Toutes les réservations que j'avais faites, je les avais toutes annulées, mais j'ai dit, ah ouais, on y va. J'ai pris mes clics, mais on a pris nos clics et nos claques, on a pris la voiture, puis on est parti. Puis on a passé une semaine de fou, là, c'était vraiment le fun. Ah, parce que lui, c'était quelqu'un qui voyait, qui pouvait conduire l'auto? Lui, il voyait, ouais, tout à fait. OK. Donc, tu vois, pour te dire, les rencontres, comment ça se fait, hein, c'est vraiment de bouche à oreille. Puis après, toutes les personnes que la majorité des personnes que j'avais rencontrées, mal et non-voyantes durant cette expédition-là, je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Mais l'association, est-ce que tu avais fait appel à eux avant de partir ou oui. C'était rendu là-bas seulement? Non, c'est ça, je les avais contactés avant de partir. OK, c'est que tu savais un peu que tu allais avoir cette association-là tout qui à allait fait. C'est ça, c'est-à-dire j'avais programmé de passer une semaine à Rome tout seul.
ce que j'ai fait. OK, ça, c'était prévu comme ça? Ça, c'était prévu, ouais, c'est okay. ça. J'avais tout prévu comme ça. Ça veut dire, dans un premier temps, j'avais prévu de passer une semaine à Rome seul, d'aller avec cette association au sud de l'Italie, et après de partir passer 3 jours à Pise et 3 jours à Florence, tout seul. Mais finalement, la dernière semaine, j'ai annulé Florence et Pise et je suis allé avec mon ami Lorenzo. OK, c'est cette partie-là qui s'est comme improvisée, rendue là-bas. Là. Exactement. Okay. Et aussi pour information, pour ceux qui sont intéressés, en fait Lorenzo, en fait il y a 2 associations en Italie qui font ce genre de voyage-là. Il y a Expedia et il y a la Giro Bussola. Donc ils organisent plein de voyages comme ça pour personnes mal et non-voyantes en Italie et en dehors de l'Italie. Comme je sais par exemple qu'à la fin de l'année passée, ils sont partis à Cuba pour une dizaine de jours. Et ça, on peut les rejoindre en étant canadien ici, sans problème. On n'a qu'à les contacter. Puis si on a peur si on n'a pas envie de voyager seul en étant non-voyant, on peut voyager avec ces associations-là. Et si on veut aussi aller avec une association française pour parler le français, il y a aussi comment ça s'appelle, Azimut Voyage en France, qui organise des voyages pour personnes non et malvoyantes en France, et aussi je sais qu'ils font à chaque année une petite virée au Maroc et au Portugal. Donc voilà, ça veut dire il y a des choses qui sont organisées dans ce sens-là. Hey, c'est sûr qu'il va y avoir des personnes intéressées, puis t'en as une devant toi, parce que moi ça m'intéresse. Et aussi, Martin, si tu me permets, pour ceux qui sont intéressés, moi en fait avant j'étais allé aussi dans un hôtel. Il y a un hôtel qui est adapté à 100% pour les personnes non voyantes en Italie, qui est dans une petite ville qui s'appelle Tirrenia. Et c'est un hôtel en mode tout inclus là, où tu vas là, okay. C'est vraiment tout adapté pour les personnes non voyantes. Ça veut dire c'est du petit déjeuner le matin jusqu'aux fêtes le soir là. Et même quand tu vas à la plage, il y a le signal sonore pour traverser la route. Après ça, tu n'as qu'à suivre la rampe. T'arrives à la plage. Les corridors et tout pour trouver ton parasol sont super bien faits. Et après, quand t'as envie d'aller te baigner, en fait, tu peux aller à la plage, tu peux te baigner, puis pour retrouver ton chemin, ils ont mis une grosse radio devant le passage principal qu'il faut reprendre pour aller au parasol. Puis tu n'as qu'à suivre le bruit de cette radio-là. Puis après, tu trouves facilement le passage, en fait, qui est la planche en bois par terre là. Puis c'est vraiment bien fait. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment super. Hey, c'est vraiment incroyable. Oui, puis ces lieux-là, faut se dire les vraies choses, et ces associations, si on n'y participe pas, si on n'y va pas, à un moment donné, ça arrêtera d'exister. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment une bonne aubaine pour ça. Un petit tour avec une autre personne sans problème de vision que j'ai découvert en écoutant des livres audio. Et j'ai décidé de communiquer avec lui pour lui dire que j'avais apprécié son style de lecture, et m'est venue l'idée de lui demander de participer au projet Connaissez-vous. Il a accepté. Il s'appelle Sébastien Blondeau. Il est venu nous voir le 23 octobre 2020 à l'émission 133 et il nous parle un peu de son expérience comme lecteur de livres, justement, à Vues et Voix. Sébastien Blondeau. J'ai connu Vues et Voix où j'ai commencé à faire des livres audio. Tout de suite en arrivant à Montréal. Tout de suite. OK, puis c'est Kevin qui t'a fait connaître Vues et Voix. Oui, parce qu'à cette époque-là, il travaillait là. OK, à cette époque-là, il travaillait du côté radio, parce qu'il y a une radio à Vues et Voix. Puis il y a un autre côté où c'est les livres audio faits par des bénévoles. Puis je suis allé comme donner mon nom, puis j'ai commencé là avec Jean-Laurent Auger. Oui, ça répond comme à la première partie de ma question, là, comment t'as découvert Vues et Voix, puis comment... Bon, t'as donné ton nom, donc on s'entend que ça t'intéressait de dire je vais lire des livres en entier, tu sais, dans une cabine, dans un micro, puis de devoir recommencer s'il y a des erreurs, puis tout ça. Ouais. Alors,
Mais comment ça se passe quand on arrive chez Vues et Voix? On donne notre nom, puis là, est-ce qu'il y a une audition? Je pense que en temps normal, il y a une audition. Moi, j'en ai pas eu, je pense, parce que je suis arrivé comme au bon moment. Pour moi, là, en tout cas, là. Il y avait un besoin urgent pour un livre, puis il y avait besoin de quelqu'un de disponible, puis il y avait besoin d'une voix. Tu sais, je cadrais pas mal dans entre guillemets, le casting, là. Tu sais, il cherchait une voix de jeune homme. Donc, c'est ça. Je suis arrivé comme au moment où il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de quelqu'un, puis en plus, il y avait une préférence pour la voix. Pour le livre qui avait besoin de livrer, c'était un personnage de jeune homme, donc il avait besoin de ce type de voix-là. Donc je suis arrivé à ce moment-là, puis ils m'ont mis tout de suite dans une cabine avec Jean-Laurent. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Jean-Laurent Auger m'a coaché, parce qu'il faut dire que en temps normal, sauf pour certains comme qui sont un peu plus pros, là, si je peux dire, des gens un peu plus habitués. Pour la plupart des gens, ça se faisait avec un moniteur. Donc, il y a un lecteur dans la cabine, puis un moniteur à l'extérieur de la cabine qui vérifie si tous les mots ont été dits de la bonne manière, qui lit avec le lecteur dans sa tête, puis qui enregistre en même temps. Donc, qui s'occupe de la technique. Exactement, là. Ouais. Fait que toi, t'es de ton côté dans la cabine, ouais. Tu lis fort dans le micro. Ouais. Mais tu as un contact quand même avec le moniteur. Puis le moniteur peut m'arrêter à tout moment, puis parler dans son micro à lui pour me communiquer, là, parce que sinon, à travers la cabine, on s'entend pas. Mm-hmm. Parce qu'elle est insonorisée. Puis lui, il me dirait t'as oublié une phrase, ou t'as sauté une ligne, ou non, t'as dit tel mot plutôt qu'un autre. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Et comment ça s'est passé? Parce que là, tu réponds à une deuxième partie de ma question. Tu n'as pas le choix de livre non plus. Là il y avait besoin de quelqu'un pour un livre X. Ouais. Puis c'était ça. Puis en plus, là, je vais dire une grossièreté, là, mais tu m'as dit que c'était un livre de Patrick Sénécal. Oui, ouais. Il faut aimer quand même le style. Je dis que c'est une grossièreté parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés. Là. Je sais pas comment. Ouais. Moi, j'ai jamais... j'ai quand même... Je dois dire, on partage peut-être certains goûts, Martin, parce que j'ai jamais non plus été tant porté vers le gore ou l'horreur, là. Ni dans les films ou dans les livres, mais j'ai jamais préféré avoir un livre plutôt qu'un autre pour les lectures audio, parce que j'ai pas tant vu ça comme une lecture pour moi. Je le lisais pas tellement pour mon appréciation personnelle, mais plus pour livrer quelque chose, tu sais, pour faire un... OK, vraiment dans le but de faire un produit. Enregistrer des livres pour... Fait que je trouvais ça intéressant quand même. Puis là, Patrick Sénécal, c'était mon premier, donc j'ai pas... c'était pas tellement quelque chose de différent puisque c'était la première fois, mais après ça, quand j'ai eu d'autres types de livres, j'étais toujours content d'avoir quelque chose de différent parce que ça faisait travailler quelque chose de nouveau. Tu sais, j'ai fait à un moment donné il appelait ça un dictionnaire, mais c'était comme une espèce de recueil de mots norvégiens. Puis là, il expliquait comme... Puis c'était souvent des mots, disons, qui étaient très proches de la culture norvégienne, donc fallait qu'il explique à quoi servait ce mot-là, plutôt que juste le traduire. Donc, c'était super intéressant, mais c'était pas une histoire fictive c'est pas quelque chose qui m'aurait nécessairement intéressé à brûle pour point. Ouais, par toi-même, là. Ouais. Ouais, puis sinon, il y a eu plein d'autres livres un peu plus sentimentaux, des livres encore d'horreur ou de policiers. Il y a eu des livres spirituels aussi, puis je pense pas qu'il y a eu quelques livres où j'aurais été peut-être intéressé juste avec la 4e de couverture, là. Mais la plupart des livres, comme bien humblement, j'aurais même pas été porté à les lire.
il faut dire, tu sais, que moi, je pense que je t'en ai parlé très, très brièvement. Moi, je fais de la transcription braille, puis c'est la même chose. Ouais. Des fois, j'ai des transcriptions à faire. J'ai fait beaucoup de romans aussi. Puis des choses que j'aurais pas lues de mon propre gré. Mais avoue quand même que ça reste quand même intéressant, même si... Oui. Il y a quand même des... Effectivement. Oui, puis j'ai découvert des auteurs. Puis après ça, tu dis, bon, ben là, je vais aller lire autre chose. Puis ça met sur des pistes, des fois. Ouais, ça ouvre l'esprit. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième intervention où on ira prendre des nouvelles de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est devenu un ami avec le temps, assez rapidement quand même. On va vous expliquer un peu tout ça. Mais en tout cas, dans l'entrevue qu'il nous a donnée, c'était l'émission 138 du 27 novembre 2020. Il s'appelle Guillaume Desrosiers et on le rejoint immédiatement pour prendre des nouvelles. Guillaume Desrosiers, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que j'avais dit que je donnerais des nouvelles de deux personnes et t'en faisais partie. Et la deuxième raison, c'est parce que il y a quelque chose que je dis à plusieurs personnes, c'est que, dans le fond, ton retour dans ma vie m'a tellement ouvert d'horizons. Ah oui, à ce point-là? Ben oui. Tu sais, ça m'a ouvert un paquet de personnes que j'ai connues à Québec. Et en plus, ça m'a donné un soutien informatique. C'est correct, faut joindre l'utile à l'agréable. Oui, un soutien informatique qui est pas à négliger. Donc, tout ça, moi, je suis très content de t'avoir, disons, redécouvert à la première entrevue. Et bien là, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. On aura le temps d'en reparler un peu. Mais tu nous avais aussi laissé à la fin de l'entrevue sur une opération. Et là, les gens veulent avoir des nouvelles. Et il y en a qui m'en ont demandé là à Noël. Ça fait que au souper, au dîner de l'Ars avant Noël. Donc, c'est le moment. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là de cette chirurgie? Ouais, pour commencer, je te remercie de cette entrée en matière fort intéressante et très plaisante à entendre. Écoute, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'étais bien content de te retrouver parmi mes amis mes retrouvailles, en retrouvailles, si on peut dire. Oui, puis là, on s'est connus de façon différente, puis c'est plus seulement sur les réseaux sociaux. Là. Ça a évolué quand même pas mal plus que ça. Là. Exactement. Voilà. Bon, fait qu'on va y aller, on va entrer en matière. Donc oui, c'est ça. À mon entrevue qu'on avait fait en 2020, c'est ça, je vous avais laissé sur un petit punch. J'attendais une opération pour ma cataracte que j'avais mentionné dans l'entrevue. Donc, pour ceux qui l'ont pas entendu, épisode 138. Donc, c'est ça. J'ai eu mon opération quelque temps, pas longtemps après l'entrevue, mais je l'ai eu avant la diffusion. Donc, j'ai eu mon opération. Ça l'a bien été pour la chirurgie en tant que telle. Juste pour remettre en contexte, et ça, c'est une cataracte qui s'était développée sur mon œil droit. Moi, je vois que d'un œil, l'œil droit, et j'ai environ un 3% de vision, juste pour remettre les gens en perspective, ceux qui ont peut-être pas entendu l'entrevue précédente. Donc, voilà. Fait que j'ai eu ma chirurgie. Moi, c'est un décollement de rétine à la naissance. Donc, il y avait quand même des bons risques pour une chirurgie de la cataracte, surtout à l'âge que j'ai, 38 ans. De décollement de la rétine prématuré, parce que plus qu'on vieillit, plus que la rétine reste stable et collée, ce que le chirurgien m'expliquait. Là, je suis pas un savant, mais c'est ce qu'on m'expliquait. Donc, j'ai procédé à la chirurgie, ça l'a bien été, j'ai pas eu de plus de complications aucunement.
Par contre, malheureusement, ça l'a amélioré légèrement ma vision, mais ça n'a pas été concluant dans le sens où qu'on a comme changé le mal de place. Disons, j'ai récupéré de la clarté dans ma vision. Par contre, je suis devenu, qui appelle dans le jargon médical, photophobique. Donc, la chirurgie a fait que maintenant, j'ai une intolérance assez pas prononcée, mais les variations de lumière, les reflets et tout ça m'affectent beaucoup plus qu'avant, ce qui me cause toujours comme des halos blancs dans l'œil qui se promènent. Mm-hmm. Donc, ce qui fait aussi que j'ai plus vraiment de tolérance à long terme sur les écrans d'ordinateur. Ce qui m'amène à, malheureusement, dire que je n'ai pas pu reprendre mon poste informatique que j'occupais au CIUS de la capitale nationale, vu que mon travail était à 90% du contrôle à distance que je devais utiliser avec ZoomText. Puis, on n'a pas réussi à adapter le poste non plus en fonctionnellement aveugle, donc avec le revue d'écran de JAWS. Les logiciels ne sont pas compatibles. Donc, pour le moment, je suis encore en pourparlers puis en négociation avec le CIUS de la capitale nationale, mon employeur, pour une réaffectation de poste. Ce qui veut dire qu'on est en train de regarder pour d'autres postes éventuels que je serais capable de faire, soit en mode hybride, ce qui veut dire en JAWS et avec une assistance visuelle pour me dépanner, ou tout simplement en JAWS qui est en fonctionnellement aveugle. OK. Et voilà. On comprend que c'est pas simple nécessairement là à trouver ça, là. Non, parce que la problématique qu'on a dans le milieu de la santé, dans les départements où ce que j'étais et où ce qu'ils veulent essayer de me placer, il y a beaucoup de logiciels qui sont ce qu'on appelle virtualisés. Donc, ces logiciels-là, avec les systèmes de revue d'écran comme JAWS, sont pas compatibles. JAWS, il voit rien. C'est comme pour lui, c'est comme s'il y avait une page vide. Fait que ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'utiliser les applications localement sur les PC. Ça, c'est pas un problème en soi en tant que tel. Par contre, c'est les logiciels eux-mêmes qui sont à utiliser qui sont pas compatibles avec JAWS non plus. OK. Donc, c'est la réalité de bien des gens, je crois. Aussi, oui, tout à fait. Donc là, vous êtes là-dedans, là, autrement dit, à essayer de trouver une solution pour te réintégrer sur un poste. Exactement. Puis, j'ai fait des tentatives, j'ai proposé des postes à mon employeur, des postes qui n'existent pas. Je lui ai proposé de comme créer / adapter un poste qui me permettrait d'être... Parce que quand j'étais en poste, j'étais aussi ce qu'on appelle, je faisais partie d'un programme qui était de l'informatique clinique. Moi, étant donné que je suis technicien en informatique et je suis un utilisateur de logiciels adaptés, donc j'ai une très bonne connaissance des logiciels adaptés, JAWS, ZoomText, NVDA, la configuration du Windows, les adaptations, si on peut dire, pour que les logiciels fonctionnent bien. Aussi, tout ce qui est matériel informatique à jumeler avec ces logiciels-là qui donnent de meilleurs résultats, qui sont plus optimales. Ben, je leur ai proposé de reprendre un peu ce que je faisais, qui faisait partie de mes tâches, mais qui n'était pas mon travail principal, d'être un support informatique pour les SRDV de l'IRDPQ à Québec et notre centre de réadaptation, puis les SRDV, les spécialistes en réadaptation et déficience visuelle, pour être leur technicien pivot, pour leur donner du support informatique directement. Mais ça a l'air que dans la vie, c'est beau de rêver. On me répond que ils n'ont pas de budget, puis il n'y a pas de demande dans le département pour pouvoir aider les utilisateurs qui sont la clientèle, si on peut dire. OK. Donc, les SRDV,
ils en font, ils sont déjà très sont très efficaces, puis ils ont une très bonne formation ils ont une très bonne connaissance en informatique, mais c'est un peu comme, c'est beaucoup de travail pour eux, là, moi, de ce que je considère. Là, tout ce que je dis là, c'est mon opinion. Là, si je me trompe, on m'enverra des mises en demeure, il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie un peu, c'est un peu comme, c'est un supplément que ça pourrait leur apporter pour donner à leurs utilisateurs. D'accord. Donc, pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais bon, des fois, faut que l'idée vienne d'eux aussi, hein. Ça peut. Oui, c'est ça. Ça peut arriver. Mais je travaille sur le projet, j'en parle, j'essaie de brasser les choses un peu, j'essaie de parler à qui de droit, puis brasser certaines personnes, puis tout ça, mais sinon, ben, je vais donner du support informatique aux utilisateurs qui en ont besoin. Je vais offrir mes services comme technicien, si on peut dire, au privé. Si je peux pas par l'IRDPQ, ben, c'est ça. Moi, je donne du support. Je peux faire du support informatique là à distance facilement. Donc voilà. Et ça occupe, ça quand même, c'est une belle occupation. En plus, c'est utile. L'informatique, c'est très demandé, surtout en temps de pandémie. Là, je pense que ça a été utile d'avoir toute cette technologie-là pour justement être capable de garder contact avec nos amis, nos proches, puis tout ça. Ben oui, c'est ça. Puis aussi, ben, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, fait que des fois, des petits trucs de la formation, ça peut aider. Et toi, Guillaume, est-ce que on te souhaite aussi de trouver là un poste, puis de pouvoir réintégrer, dans le fond, auprès de ton employeur actuel? Mais est-ce que le fait de ne pas avoir pu retrouver ton poste aussi vite que ça aurait pu, ça t'a donné un gros trou dans tes temps libres? Est-ce que tu as eu de la difficulté à t'occuper ou pas trop? Ah non, par contre, non, c'est sûr que je travaille sur ce dossier-là, mais sinon, je fais plein d'autres choses en dehors de ça. Écoute, j'ai continué à cuisiner. Je vous avais mis en appétit, c'est vrai. Martin, surtout. C'est vrai, ben oui. On n'a pas vu la couleur de ça encore, mais... Ben non, malheureusement, la pandémie est encore présente, mais ça va venir. Comme tu l'as dit, les enregistrements restent, donc... Mais sinon, ben, ce que je fais, c'est que je m'amuse beaucoup sur... je fais de l'archive numérique, si on peut dire. Je fais de l'archive numérique, là. Je me monte une collection de séries télé, de films. Puis, je me suis fait mon propre serveur, si on peut dire, maison, qui est... je me suis fabriqué avec un logiciel, un Netflix maison pour le commun des mortels qui connaissent Netflix ou Tout TV. Fait que je m'amuse là-dedans. Je me monte une belle collection. Et là, quand tu dis collection, c'est des séries que tu as entendu parler, que tu as aimé, c'est sur quoi tu te bases pour les... Un peu de tout, des références de personnes, des suggestions, des en vedette sur les Netflix et des affaires comme ça. Ben, je regarde, je vais voir, puis si ça m'intéresse, ben... je regarde pour archiver ça en format numérique. OK, ben c'est intéressant quand même. C'est de la recherche, c'est de s'assurer, j'imagine, que tous les épisodes sont là, qui sont en bonne condition. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu... Non, oui, c'est vrai. Moi, j'ai des proches qui m'aident pour s'assurer que la qualité vidéo est bonne. Moi, tu sais, fait que je m'assure d'avoir... du matériel de qualité. C'est ça, des bonnes versions et tout. Exact. Ben, c'est merveilleux, ça, tout ça. Puis, des petites sorties, des fois, quand même, là, quand les mesures sanitaires sont pas trop
sévère, j'imagine, un peu. Oui, quand on a des droits de sortie, là, on a des libérations conditionnelles, on en profite. Il faut bien, il faut en profiter quand ça passe, comme on dit, hein, parce que on sait jamais où ça va nous mener toute cette pandémie-là. Et exact. Je ne pouvais pas non plus terminer ce segment et cette émission spéciale pour le 5 ans de Connaissez-vous. Mon prochain objectif aussi avec Guillaume, c'est de te faire apprécier plus ma chère Mylène. Ah, mon doux. Oh oui, va falloir que tu travailles fort. J'ai pas rien contre, mais j'aime tous les styles de musique. Elle a certaines bonnes pièces. Mais je te le dis tout de suite, je serais pas un compétiteur. Je serais pas un compétiteur pour toi sur les produits dérivés de Mylène. Ah, j'en demande pas tant. Ben, en tout cas, un gros merci, Guillaume, encore une fois, d'avoir participé, d'avoir accepté, puis de donner des nouvelles. Puis, à travers ces nouvelles-là, on s'entend que, ben, tu sais, la vie est pas toujours si simple. Hein. On s'entend que c'est parsemé d'embûches, mais que, c'est malheureux, les embûches, mais qu'à travers ça, il y a quand même beaucoup de choses positives qui arrivent. Puis, on garde le cap sur les choses plus positives. Exact. Puis on se trouve des passe-temps, on se trouve d'autres solutions. Puis comme dans ma situation, si ça marche pas avec l'employeur actuel, ben on va trouver autre chose. Puis sinon, ben on va offrir nos services pour donner du support informatique à quiconque en a besoin. Ben la meilleure des chances dans tous les projets futurs et on garde contact et on se reparle peut-être plus tard dans une autre émission. Ben, c'est excellent. Ça m'a fait plaisir d'être dans ton émission anniversaire pour tes 5 ans. Félicitations à toi. C'est un projet incroyable. Puis, continue. Moi, je suis certain que tous les gens apprécient. Ben, un gros merci. Avant-dernier extrait que j'ai à vous présenter aujourd'hui, mais le dernier à être voyant qui est passé à notre micro, quelqu'un qui fait évidemment beaucoup aussi pour notre communauté. Il s'appelle Antoine Perrault. Il est venu nous voir le 20 novembre 2020 à l'émission 137. C'est le directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Et on discute avec lui. Il va nous parler un peu de, dans le fond, son parcours qui l'a mené à être où il est rendu aujourd'hui. Antoine Perrault. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les cours de sciences politiques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le côté plus social que pouvait représenter la politique aussi. Quand j'ai appliqué en travail social, c'était très clair pour moi que je ne me destinais pas à devenir intervenant individuel. Dans ma tête, c'était vraiment l'action collective qui m'intéressait. Là. OK. Ça a commencé au secondaire, mes intérêts, ça a continué au cégep, où je m'étais impliqué dans certaines causes. Puis c'est vraiment ça qui a fait pencher la balance entre l'histoire puis le travail social. Je me demandais, est-ce que j'ai envie de travailler dans des livres toute ma vie, ou si j'ai le goût d'avoir un rôle plus actif. Puis finalement, ça a été le rôle plus actif qui a gagné, là. De travailler dans des livres, puis je veux pas comme dénigrer le rôle des professeurs, mais d'avoir à répéter souvent, peut-être d'année en année, puis de... Ben, c'est ça. Puis j'ai fait beaucoup d'animation puis d'enseignement dans mes premières années de travail quand j'ai commencé dans le communautaire, puis j'ai adoré ça. Je pense que j'aurais bien aimé aussi être enseignant, mais il y avait un côté de moi qui trouvait que effectivement, répéter tout le temps la même chose puis devoir enseigner, suivre un manuel, ça m'attirait un peu moins. Là. OK. Et là, pendant que tu étais à l'université en travail social, est-ce que tu avais une idée un peu vers quelle clientèle qui t'intéressait? Est-ce que...
Ben, moi, c'était très clair que j'allais, en travail social, il y a 4 grandes écoles. Ça a peut-être changé. Ceci dit, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai obtenu mon bac, là. Mais il y avait l'intervention individuelle, de groupe, famille, puis il y avait l'action collective. Moi, c'est vraiment l'action collective. Dès que je suis arrivé là, c'est ce qui m'intéressait. Okay. J'ai eu la chance d'ailleurs, je sais pas s'il existe encore parce que je sais qu'il me manquait d'étudiants, mais mon stage en 3e année, c'est un stage qu'on fait qui s'étend sur 1 an. Moi, il s'est fait en action collective. Puis c'est vraiment difficile. Là, je pense que dans ma cohorte, on était 10 ou 12. Là. C'est pas l'option la plus populaire, mettons. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir ça avec un professeur spécialisé en action collective. Mon stage s'est fait en action collective. Fait que moi, c'était très clair que je voulais travailler en mobilisation, en défense des droits, en changement social. Fait que ouais, je suis vraiment rentré dans cette optique-là. D'ailleurs, je suis pas travailleur social, je fais pas membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Donc, je n'ai pas le titre TS. Là. Moi, dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était vraiment dans le communautaire de l'action sociale. OK. Et là, tout le temps de tes études, ça s'est bien passé? Ça répondait à tes attentes, à tes besoins? Oui. Ben, t'es pas le genre d'étudiant là, qui a étiré ses études pendant longtemps. Là. Ah non, moi j'ai gradué très jeune. Là. J'ai fait cégep secondaire, secondaire, cégep université d'un coup. Sans faire de changement puis de doublure puis tout ça. Là. Aucun changement, aucune doublure, aucun retour, aucune pause d'un coup. Aïe, ben c'est quand même rare de nos jours. C'est quand même je pense que j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire, ce qui n'est pas une chose que tout le monde a. Non, c'est ça. Hein, il y en a beaucoup qui trouvent ça très jeune pour avoir même ne serait-ce qu'une idée précise ou qui sont souvent déçus des fois après. Quand tu as terminé tes études, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as travaillé pendant tes études? Est-ce que tu as eu des expériences de travail à ce moment-là? Ou si oui, ben en fait, dans le domaine, non. Okay. Moi, ça faisait un bout de temps jeune. Au secondaire, je pense, fin secondaire, j'ai commencé à travailler comme animateur de camp de jour. OK. Un emploi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je l'ai gardé extrêmement longtemps parce que je trouvais ça agréable. Moi, l'été, je quittais mon appartement à Montréal pour retourner chez mes parents à Saint-Hyacinthe. Puis c'était pratique parce que j'avais commencé jeune, j'avais fait fin secondaire, cégep au complet à travailler tous les étés là. Puis quand je suis arrivé à l'université, c'était naturel pour moi de revenir à Saint-Hyacinthe chez mes parents l'été. C'était plus pratique. Et j'avais mon emploi là qui m'attendait. Puis je finissais en même temps que l'école recommençait, fait que c'était parfait pour moi. Puis durant l'année scolaire, je travaillais dans des cafés. Souvent, j'étais assistant cuisinier. Je faisais du service à l'avant aussi. Là. Ah, OK. Mais t'avais quitté, dans le fond, pour venir à Montréal pour les études, là. Oui. OK. Et là, quand c'est terminé les études, qu'est-ce qui s'est passé pour toi comme... Du travail tout de suite. Dernier extrait pour conclure ce petit spécial 5e anniversaire avec quelqu'un dont j'aurais pu choisir à peu près n'importe quel extrait de son entrevue, tellement c'est quelqu'un de sympathique et de loquace qui avait beaucoup de choses à nous raconter. Il s'agit de Ovide Coudé, qui est venu nous voir le 11 décembre 2020 à l'émission 140. Et Ovide, lui, ce qu'il nous dit, dans le fond, c'est une petite mise en garde, parce que Ovide, si vous ne le connaissez pas, c'est un artiste, donc qui travaille souvent à contrat, et qui nous expliquait que c'est important de mettre de l'argent de côté quand l'argent rentre pour prévoir les coûts un peu plus durs. Donc, voici ce que Ovide Coudé a à nous raconter à ce sujet. Okay. C'est juste que ce qui est plus dur, c'est que des fois, là, tu passes l'été, tu as plein de contrats pendant 2-3 mois, tu n'arrêtes pas pendant tout. Puis là, quand l'automne arrive, ben là, ça tombe mort un mois ou deux. Mm-hmm. Puis, comme bien des gens, les premières années, tu penses pas à ça. Fait que quand tu as des contrats et tu fais un peu d'argent, ben là, tu y penses pas trop, tu te fais du fun, puis là, quand t'arrives, après, t'as plus de contrat, je m'en suis pas mis de côté, oups. Là, tu sais, c'est un peu... la gestion financière, là. Ouais, ça a été tout un apprentissage, là.
Là, maintenant, là, à cette heure, je le sais, là, quand j'ai des contrats, je m'en mets de côté, puis, tu sais, là, comme présentement, là, on est d'une saison un peu dans la saison morte, si on veut, puis de toute façon, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean va tomber en zone rouge. Alors, bon, on s'entend que tous les spectacles vont être annulés. Bon, je m'étendrai pas trop là-dessus, mais ça pour dire que moi, j'ai eu un super bel été de contrat du 14 juin au 26 septembre. Puis, ce qui m'a permis de me faire un coussin, puis qu'après ça, ben, je suis capable de juste profiter du temps que j'ai pas de contrat pour composer, pratiquer, puis penser à des projets futurs. J'ai pas à me soucier de hey, là, j'ai pas d'argent, puis là, hey, c'est pas drôle, tu sais. Non, j'ai pas ce problème-là. T'sais. OK. Ça, c'est un apprentissage qui a été ben c'est ça, pour tout le monde, là, qui peut être long et pénible, mais quand tu réussis à l'atteindre, là, mon Dieu, qu'on a un beau métier puis qu'on triple, tu sais. Surtout qu'en musique, je veux dire, quand on aime la musique, tout ça, c'est facile de vouloir acheter du nouveau matériel, des nouvelles choses. Puis tout ça. Oui. Oh oui, on aime ça. Oh oui, ça, là. Et des nouveaux amplis, puis des nouvelles guitares, puis des nouvelles pédales. Et mon Dieu. Ça peut aller vite, là. Faut qu'on sortienne, oh oui. On se trouve des dépenses, c'est pas trop long. Oh oui. Et après, tu disais quelques années un break d'école, je suppose que tu y es retourné? Oui, j'ai refait 3 sessions d'université à l'Université Laval. Mm-hmm. Donc, j'ai à peu près, presque pas mal la moitié de mon bac de fait. J'ai commencé à l'hiver 2018. J'ai fait, hiver 2019, c'est ça. Puis après ça, en 2019, j'ai eu un contrat de musique qui m'a amené à aller jouer en Floride, à Walt Disney, en fait, pendant 10 semaines. Fait que, puis ça, c'était comme un contrat qui était du 29 juillet au 7 octobre 2019. Fait que ça m'a amené à prendre une session off d'école, tu sais, parce que je me disais, je peux pas passer à côté de ce contrat-là, tu sais, j'ai pas le choix d'y aller. Fait que à partir de là, ça fait depuis octobre 2019 que j'ai pas retourné à l'université parce que j'étais supposé retourner aussi en Floride en 2020. Mais là, la pandémie a été déclarée, fait qu'on n'est pas allé. Fait que j'avais pris cette session-là aussi off. T'aurais retourné pour faire un peu le même contrat que l'année passée? Exactement le même contrat, en fait, ouais. OK. Mais là, c'est ça a été annulé, à cause de la pandémie, là. Fait que c'est ça. Puis cet automne, je suis pas retourné non plus pour une raison qui est assez simple, c'est que moi, ça m'intéressait pas vraiment de faire des cours en ligne. Parce que une des raisons pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école, c'est que je voulais rencontrer du nouveau monde, puis essayer de me faire c'est ça, de connaître ce qui se passait dans le monde du jazz à Québec, tout ça. Fait qu'en faisant des cours en ligne, moi, je perdais tout ce côté-là, tu sais, fait que ça m'intéressait pas vraiment. Fait que je me suis dit, regarde, moi, j'attends pas après mon bac pour travailler. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis quand la vie va reprendre, je retournerai finir mon bac, tu sais. Fait que moi, ça me stresse pas, tu sais. Mais j'aimerais ça, bien sûr, le finir, là, parce que j'ai quand même, j'ai eu du plaisir à le faire, puis j'ai appris plein de belles choses à l'université, là, bien entendu. Ouais, puis t'en as la moitié de fait, comme tu disais. Ouais, c'est ça, exactement. Mm-hmm. C'est déjà presque la fin de ce petit spécial 5e anniversaire. Je tiens à vous remercier tous et toutes de votre écoute, de votre participation. Je le dis souvent, sans les gens qui acceptent de partager leur vécu à mon micro, le projet n'aurait jamais duré aussi longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si je vais continuer à faire des entrevues encore longtemps. Et j'aurais le goût de vous dire oui, mais je suis quand même obligé de vous donner 2 petits bémols. Premièrement, il s'agit de la recherche. C'est quand même assez ardu de faire de la recherche, de trouver des gens, de coordonner notre rencontre et la pré-entrevue et tout. Ce n'est pas tout le monde
aussi qui acceptent de participer. Et bien, comme j'ai fait déjà 200 entrevues, je sais qu'il y a beaucoup plus que 200 handicapés visuels là au Québec et au Canada et ailleurs dans le monde. Hein. On a fait quand même des entrevues en Europe. Mais ça commence quand même à être un peu plus ardu. Ça commence à prendre quand même beaucoup de temps et d'énergie pour faire ces recherches. Je le sais qu'il y a encore des gens que je n'ai pas reçus à Connaissez-vous et mon objectif serait bien sûr de faire ces entrevues, mais ça va peut-être pas être à l'automne, ça va peut-être pas être une par semaine, ça va peut-être être à un autre rythme, peut-être un peu plus tard, parce que le deuxième bémol dont je veux vous parler, c'est que il y a l'aspect technique aussi qui n'est pas facile, qui n'est pas avec nous tous les jours. Hein, vous le savez, il y a des entrevues des fois que ça coupe, il y a des coupures, il y a des petits sons, on n'y peut rien. C'est extraordinaire qu'on puisse faire des entrevues à distance, mais ce n'est pas toujours si évident. Alors, j'aimerais ça aussi, avoir la chance de refaire des entrevues en présentiel. Et ça, c'est pas toujours facile en temps de pandémie, mais comme on sait, ou qu'on s'en doute, ou qu'on le souhaite, on verra un jour le bout du tunnel. Donc, je vous invite à rester à l'affût. Vous aurez des nouvelles. De toute façon, le projet Connaissez-vous se poursuit dans sa forme actuelle jusqu'au vendredi 27 mai. Ce sera l'émission 200 à ce moment-là. Et ça, c'est si tout se passe bien, évidemment, de tous les côtés, autant du mien que de mon équipe, que de la technologie. Mais en principe, on sera là jusqu'au vendredi 27 mai pour l'émission 200. En attendant, je vous invite à continuer de m'écrire. Hein. J'ai besoin que vous m'alimentiez, que vous me dites à quel point le projet vous est utile, que vous me proposiez des noms. Et suite à ça, on verra ce qui va se passer. Mais en attendant, je vous rappelle aussi que toutes les entrevues depuis le début sont toujours disponibles, que ce soit sur mon site au www.martinchouinard.com, par le Victor Stream, par iTunes, par Balado Québec. Il y en a plein sur lesquels des plateformes notre podcast Connaissez-vous est disponible. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous invite la semaine prochaine pour une émission régulière de Connaissez-vous. Merci encore et à la semaine prochaine. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!